Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Histoire du conflit israélo-palestinien, de Camp David aux accords d'Oslo à la recherche d'une paix israélo-palestinienne. En 1947, l'Organisation des Nations Unies vote le partage de la Palestine. En 1948 est fondé l'État d'Israël. Entre panarabisme et quête de reconnaissance, quelle voie pour les Palestiniens ? Qui pour prendre la parole en leur nom ? Et quelle voie adopter ? Quel chemin emprunter pour être reconnu ? Des accords, il y en a eu. Camp David, Oslo, des combats aussi beaucoup et des reprises de combats. Une histoire qui s'écrit entre espoir et déception. Bismillah. Que le salut de Dieu soit sur les Arabes et sur la terre d'Israël. Qu'est-ce qui a conduit Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées ce 28 septembre 2001 ? Shimon Peres lui-même a fait le voyage d'Oslo et c'est lui qui a mis sur la table d'Yitzhak Rabin le plan d'autonomie des territoires occupés. Vous pouvez accepter, vous pouvez rejeter. L'accord de Camp David fait naître un immense espoir dans le monde entier. 10 septembre 1993. À Jérusalem, Yitzhak Rabin appose sa griffe. Israël reconnaît officiellement et solennellement l'OLP. Bonjour François Secaldi. Bonjour. Peut-on dire que la guerre des 6 jours en 1967, une victoire d'Israël, est le moment où les Palestiniens sont reconnus et deviennent vraiment une part essentielle de cette histoire-là qui compte plusieurs acteurs. Il faut le rappeler, ce ne sont pas uniquement les Israéliens contre les Palestiniens, il y a tous les pays arabes et la communauté internationale aussi. Bon, les Palestiniens existent évidemment avant la guerre de 67 et peut-être on peut dire que revenir un tout petit peu en amont et notamment en 1964 avec la création de l'Organisation de libération de la Palestine, je crois que c'est quand même le premier des points à noter. La création donc de l'OLP par la Ligue arabe en 64 à l'issue du premier Conseil national palestinien qui se tient à Jérusalem, et qui avait pour objectif de réunir l'ensemble des mouvements combattants palestiniens sous l'égide d'une seule organisation. Et en fait, à ce moment, l'OLP devait surtout permettre, dans l'esprit de Nasser, qui en était l'un des initiateurs principaux, précisément de contrôler la question palestinienne et de conserver un leadership régional qui, à l'époque, il disputait notamment à la Syrie et à l'Irak. Et donc... si vous voulez, à l'ombre de du nasserisme, en fait, l'OLP cristallisait, en tout cas à ses débuts, cette rivalité arabe et incarnait donc un peu les enjeux de pouvoir régionaux. Et cette ambition initiale, elle a été contrariée par la défaite des pays arabes en 1967, durant la guerre des 6 jours. Et en fait, très rapidement, l'organisation, enfin, ou en tout cas les Palestiniens reprennent le contrôle de l'organisation en nommant des dirigeants qui sont cette fois membres des factions, là où autrefois les dirigeants, enfin le seul dirigeant en fait était nommé par Nasser lui-même. Donc je crois que c'est important de revenir un tout petit peu sur cette construction historique du mouvement qui évidemment est antérieure. On ne va pas revenir sur toute l'histoire du conflit, en plus vous l'avez fait. Mais voilà, peut-être revenir sur ce point-là. Et évidemment, 1967 constitue un point véritablement tournant dans l'histoire du conflit israélo-arabe et israélo-palestinien, qui a des répercussions durables, peut-être même jusqu'aujourd'hui. Je crois que notamment, enfin je pense à cette résolution 242 dont on parlera sûrement, et dans laquelle, qui est invoquée jusqu'aujourd'hui et qui est l'une des bases de la résolution du conflit, parce que notamment, enfin en tout cas le conflit de 67 sur la base, c'est sur cette base-là aujourd'hui qu'on négocie, et quand on parle notamment de l'État palestinien dans les frontières de 67, alors évidemment c'est pas les frontières de 67 après la guerre, c'est les frontières de 67 avant, donc on parle des lignes d'armistice de 1949. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en tout cas ce conflit il est central dans la compréhension de toutes les négociations à venir, oui. Nadine Picodou, bonjour.
Bonjour. 1967, effectivement, la guerre des 6 jours, et puis cette résolution votée par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, la résolution 242. Donc c'est ça aussi, ce moment très particulier à la fin des années 1960-67, quand l'OLP, qui existait déjà auparavant, mais sous la main du dirigeant égyptien Nasser, est prise en main par les Palestiniens eux-mêmes. On a ici un moment très particulier, et les mots qu'a prononcé François Secaldi, c'est-à-dire un conflit israélo-arabe et un conflit israélo-palestinien, ça prend son sens aussi. Il faut regarder cette histoire-là en prenant en compte tous les acteurs. Oui, alors ça, je pense que c'est absolument fondamental. C'est-à-dire qu'il faut à la fois lier et distinguer, c'est la difficulté, conflit israélo-arabe d'un côté, c'est-à-dire avec les États et les régimes arabes en place, et conflit israélo-palestinien de l'autre. C'est extrêmement important parce qu'effectivement, les guerres conventionnelles sont menées par des États, 67, on l'a dit, 73, je pense qu'il va falloir beaucoup s'arrêter sur 73, si vous permettez, dans un moment. Ce sont des conflits israélo-arabes. Mais bien entendu, les Palestiniens sont d'une certaine manière partie prenante, je veux dire indirectement. Donc, après le conflit de 67, c'est donc l'effondrement des États arabes, comme on le sait. C'est l'effondrement, il faut le rappeler, de l'idéologie nationaliste arabe qui avait prévalu jusque-là, incarnée, on l'a dit, les jours précédents par Nasser. Mais c'est, au fond, à un moment où les premiers commandos armés palestiniens, qui sont distincts de la vieille OLP de 64, vont, au fond, représenter un reste de dignité, j'allais dire, pour les Arabes, et on va assister à une espèce d'euphorie mobilisatrice, même si elle ne porte pas sur des chiffres énormes, dans les camps palestiniens de l'exil, c'est-à-dire en Jordanie, en Syrie, au Liban, dans tous les pays frontaliers où se sont réfugiés les Palestiniens après 48, et donc au nom de la lutte armée pour la libération de la Palestine, et à ce moment-là de toute la Palestine, dans les slogans des organisations armées, ces organisations armées donc vont lutter pour libérer la Palestine et pour, c'est très important, le retour des réfugiés palestiniens de 48 et des années suivantes. Simplement, à la fin de la guerre, la 242, la résolution de l'ONU qui vient d'être évoquée, ne pose pas le problème véritablement politiquement parlant, des Palestiniens. Il y est question de régler le sort des réfugiés, mais le mot palestinien n'est pas prononcé. Ce qui fait que l'OLP ne saurait, enfin la nouvelle OLP de 68-69 présidée par Yasser Arafat, ne saurait reconnaître dans ce contexte-là la 242. Et donc là, il y a déjà une divergence entre États arabes et palestiniens. Cela dit, les États arabes après 67 sont sur une position de refus d'Israël, de refus de l'existence et de la négociation avec Israël. On ne négocie pas en définitive quand on est écrasé, tout simplement. Voilà. En revanche, ce sera très différent après la deuxième guerre, enfin la guerre suivante, on va dire, il y en a eu beaucoup d'autres avant, la guerre de 1973, la guerre du Kippour. La guerre du Kippour, que se passe-t-il, François Secaldi, en 1973 ? Bien, en 1973, j'ai l'impression qu'on est, enfin, il y a malgré tout, j'aimerais ajouter quelque chose à propos de la radicalisation, effectivement, de cette période à partir de 67, c'est effectivement, Nadine Picaudou l'a rappelé, un moment de radicalisation des pays arabes, notamment au sommet de Khartoum, où on parle des trois non, notamment la réconciliation, non à la réconciliation, non à la reconnaissance et non à la négociation. Et effectivement, c'est un moment aussi où les Palestiniens vont réviser la charte de l'OLP et la tournure en fait guerrière des événements accrédite l'idée que le combat nationaliste doit désormais passer par la lutte armée en fait. Et c'est le moment où effectivement triomphent un peu les organisations combattantes. Et je crois qu'il faut rappeler aussi, parce que sinon on a un peu du mal à comprendre, je crois, le passage de 67 à 73. C'est que il y a, bon, évidemment, peut-être les deux grands moments de ce passage à la lutte armée, c'est l'exemple emblématique de la bataille de Karameh en 1968, et puis aussi l'autre grand tournant militant, c'est Septembre Noir de 70, où le roi Hussein de Jordanie décide
mener une opération, disons, de liquidation de la résistance palestinienne, pour deux raisons, parce que les Palestiniens ont créé une sorte d'État dans l'État en Jordanie, et parce que à l'époque Arafat appelle ouvertement à la destruction, à la destitution, du roi Hussein. Donc en fait, il y a, si vous voulez, une sorte de, de moments de retour, de retour à la lutte, et effectivement, octobre 67 constitue un peu la réponse militaire à cette défaite de 67 des pays arabes. La bataille de Karameh, c'est en 1968, quand un camp palestinien est attaqué par l'armée israélienne. Et puis, on peut associer ça effectivement à Septembre Noir, c'est-à-dire ce côté où la Jordanie s'attaque aux Palestiniens. C'est très compliqué, Nadine Picodou, la situation des Palestiniens qui sont tiraillés face à l'État d'Israël d'un côté, face à la Jordanie de l'autre. La guerre du Kippour en 1973, quelle analyse peut-on en faire? Qu'est-ce qui se passe déjà? Oui, alors je vais vous répondre sur la guerre du Kippour dans un instant, mais je voudrais dire une chose qui me paraît importante pour la période 67-73 et même après, de fait, c'est que la grande faiblesse des commandos armés palestiniens qui font l'OLP, qui est une organisation parapluie de plusieurs organisations armées, une des faiblesses majeures, c'est sa dépendance à l'égard des États arabes. Alors c'est une dépendance territoriale, puisqu'en effet les bases de guérilla palestiniennes sont installées d'abord en Jordanie, jusqu'en 70-71, quand Septembre Noir les expulse de Jordanie, puis au sud Liban, jusqu'à 1982, où l'armée israélienne les en chassera. Donc la dépendance territoriale, la dépendance financière à l'égard des pays du Golfe, par exemple, des États pétroliers, la dépendance politique, diplomatique est totale. Mais en même temps, les Palestiniens, les gens de l'OLP ne peuvent pas se passer du soutien arabe. Et ce soutien arabe ne parvient pas à résoudre la question. Donc au fond, c'est le dilemme auquel sont affrontés les Palestiniens au cours de cette période. Alors, en 1973, la donne change. J'ai parlé de refus arabe d'Israël après 67, et après 73, ça bascule et le refus arabe se fissure. Pourquoi? Parce que l'Égypte de Sadat entend sortir du conflit, d'une certaine manière. Et donc elle va, comme l'a dit Sadat, je crois un peu plus tard, préparer la guerre, celle du Kippour en 73, pour faire la guerre même, disait-il, avec des armes soviétiques, puisque jusque-là, sous Nasser, l'Égypte était un petit peu alliée des soviétiques. Donc, faire la guerre avec des armes soviétiques pour préparer la paix sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Donc, d'une part, Sadat change de camp dans les polarisations de la guerre froide, et d'autre part, il prépare la sortie de cette impasse politique qui avait suivi 67. Et il va commencer à multiplier les signaux à l'égard des États-Unis. On se souvient peut-être des navettes de Kissinger qui va négocier des accords de désengagement israélo-égyptien dans le Sinaï, mais aussi israélo-syrien sur le Golan au cours de cette période. Et ça va aboutir finalement, ça va permettre le coup de, l'orage dans un ciel qui n'est pas un ciel d'été, mais enfin, qui est le voyage de Sadat à Jérusalem en 1977. En 77, en plus, c'est le moment où arrive au pouvoir la droite, le Likoud, la coalition de droite israélienne avec Begin, plus tard Shamir, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, la colonisation s'intensifie, la droite, évidemment, durcit ses positions en Israël, et Sadat tente de négocier. Et ça va aboutir à, d'une part, ce qu'on appelle les accords cadres de Camp David de 78. Il faut faire très attention à ne pas les confondre avec Camp David 2000, post-Oslo. Là, on est en 78. On pourra y revenir si vous le souhaitez sur ces accords-là. Ces accords qui concernaient le futur des territoires occupés par Israël en 67, Cisjordanie, Gaza, mais qui était au fond une annexe d'un futur traité de paix entre Israël et l'Égypte, qui effectivement sera signé en 1979. L'Égypte rompt le front arabe contre Israël, et dorénavant, il n'y a plus de guerre conventionnelle possible. D'ailleurs, la Syrie, qui est le chantre des positions radicales contre Israël, n'a mené, il faut le noter, fortement, aucune guerre depuis 1973 avec Israël. Donc là, le front arabe
arabe se fissure et les Palestiniens sont conduits du même coup pour, au fond, ne pas perdre le soutien arabe et notamment le soutien égyptien, vont être contraints de réviser leurs objectifs stratégiques. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez que je continue ou si vous voulez qu'on revienne sur les inflexions stratégiques de l'OLP post-73. Nous avons le temps, Nicole Picodou, le temps de détailler cette longue histoire avec une chronologie très fine. 1967, c'est la guerre du 6 jours, victoire israélienne qui occupe des territoires et notamment le Sinaï du côté égyptien. 1973, la guerre du Kippour, c'est là aussi une victoire israélienne et étonnamment, quelques années plus tard, Anwar al-Sadat se trouve à Jérusalem. Que le salut de Dieu soit sur les Arabes et sur la terre d'Israël. Après une longue réflexion, j'ai décidé de m'adresser aux 120 membres de la Knesset souveraine d'Israël et de vous laisser par la suite le soin de décider ce que vous voulez faire. J'ai décidé de venir à vous avec un esprit et un cœur ouverts et vous proposer la paix, celle d'Abraham. Je ne suis pas venu pour conclure un accord séparé avec Israël, parce que tout accord séparé ne permettra pas d'établir une paix durable dans la région. Je vous propose une paix totale. Je ne veux pas que mon peuple et votre peuple soient entourés de missiles. Nous acceptons de vivre avec vous dans une paix durable et juste. Je suis d'accord pour qu'Israël vive à l'intérieur de ses frontières en sûreté et dans la sécurité avec ses voisins arabes, et avec toutes les garanties internationales que souhaiterait Israël. Mais notre terre ne pourra faire l'objet d'aucune concession, et aucun d'entre nous ne peut accepter de céder un seul pouce de notre territoire. Israël doit se retirer de tous les territoires arabes, y compris Jérusalem. La ville sainte doit être une ville libre et ouverte. On ne peut construire son bonheur sur le malheur des autres. Nul ne peut plus ignorer le problème palestinien et les droits de ce peuple. La paix ne saurait être réalisée sans les Palestiniens. Le 19 novembre 1977, Anwar al-Sadat, dirigeant égyptien, se trouve devant la Knesset à Jérusalem, en Israël. Il prononce ce discours. François Sekeldi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment peut-on expliquer que l'Égypte, qui combattait Israël en 1967 pour la guerre des 6 jours, en 1973 pour la guerre du Kippour, en 1977 avec Anwar al-Sadat, semble montrer une volonté de paix et de réconciliation? Oui, on a fait un bond en avant, ça a l'air de rien, 73, 77, et pourtant il y a plein de choses à dire et peut-être je vais essayer d'y revenir. Mais bon, en tout cas pour réagir sur cet extrait sonore, c'est évidemment un discours qui a créé la surprise et en fait Sadat prend cette initiative aussi parce qu'il sent qu'il y a un risque d'enlisement de la négociation. Et de fait, ce discours va relancer la négociation. C'est une initiative unilatérale de Sadat qui arrive à Jérusalem, donc en novembre 77, et qui prononce ce discours devant la Knesset le 20 novembre. C'est un discours assez célèbre, dans lequel il exhorte les Israéliens d'abandonner les territoires de 67, y compris Jérusalem, et il propose une paix en 5 points, qui mentionne notamment le droit des Palestiniens à l'autodétermination et le droit des Palestiniens à établir un État. Alors, ça relève un peu du discours, disons, ou des bonnes intentions. Enfin, en tout cas, ça n'engage que Sadat, finalement, et ça suffit évidemment pas à rassurer les Palestiniens qui se retrouvent au milieu de l'accord, celui de Camp David, sans rien obtenir de tangible, sinon un appel des parties à la conclusion d'accords transitoires avec donc une période de 5 ans, avec l'établissement d'une autorité autonome et une discussion à venir. Et même si les discussions sur le sujet, elles se poursuivent après le traité de paix, en fait, Israël poursuit sa politique de colonisation et le 30 juillet 1980 vote l'annexion de Jérusalem-Est. C'est le Parlement qui, bon, évidemment, contrevient aux résolutions 242 et constitue en fait un signal un peu catastrophique pour les Palestiniens sur le règlement de la question des territoires occupés. Mais peut-être j'aimerais revenir un tout petit peu sur ce moment en fait couvre la guerre de
1973. Donc Nadine Picaudou effectivement l'a rappelé, c'est un moment qui ouvre un canal de négociation qui débouche donc sur l'accord de Camp David de 78, suivi un an plus tard, donc qu'il faut distinguer donc de la signature du premier traité de paix entre Israël et un traité arabe. C'est le traité de paix israélo-égyptien de 1979. Et évidemment, pour les Palestiniens, là, si on sort un peu du lien entre l'Égypte et Israël, pour les Palestiniens, si vous voulez, si la guerre de 67, ou en tout cas si la période 67, s'est caractérisée par un refus proclamé de toutes les solutions politiques, il y a malgré tout une lente évolution dans l'OLP qui touche des groupes minoritaires, mais il faut néanmoins attendre cette guerre de 73 pour que ces tendances se concrétisent. Et en fait, dès le 10 octobre 1973, Arafat fait parvenir, donc là il y a une inflexion majeure, Arafat fait parvenir au secrétaire d'État américain Kissinger à l'époque un message qui affirme la volonté de participer aux négociations de paix, ce qu'il avait refusé de faire, ce qu'il s'était refusé de faire au début des années, enfin en 69-70. Et donc la guerre, d'une certaine manière, ouvre des perspectives de résolution globale. Et l'idée, c'est d'ouvrir des négociations pour tenter, de gagner le maximum et de perdre le minimum, disons. Et en fait, la traduction peut-être politique, on oublie souvent ce passage, c'est la réunion du Conseil national de 74, un an après la guerre, avec l'adoption par le Conseil national palestinien qui se réunit au Caire, donc en juin 1974, et qui adopte un programme en 10 points, et dans lequel le CNP vote cette résolution, et notamment le point numéro 2 de ce programme en 10 points qui appelle à la mise en place d'une autorité du peuple nationale, indépendante et combattante sur... Alors c'est un peu, les mots ont leur importance, sur chaque partie de la terre palestinienne libérée. Et cette idée d'une autorité sur chaque partie de la terre libérée, c'est un peu nouveau. Et le mot important, si j'ose dire, c'est le mot partie. C'est l'idée que la solution ne passe plus nécessairement par un règlement global, mais par la libération, disons, inconditionnelle du territoire palestinien, mais qu'il peut se réaliser par étapes. On y pense parce que 74, il y a un lien qui va être fait par les négociateurs en 93 sur ce point numéro 2 pour justifier la signature de la déclaration de principe de 1993. Et il faut aussi noter que le terme libération de la Palestine, qui est au centre de la charte nationale, est totalement absent de ce texte et il est remplacé par libération de la terre palestinienne. Donc voilà, là, je crois que dans le mouvement national palestinien, cette inflexion de 1974, elle est importante à avoir à l'esprit parce qu'elle permet aussi, de comprendre un peu les inflexions, comment on passe de la libération inconditionnelle à la libération par étapes, ce qui ouvre la voie disons, à une reconnaissance implicite, peut-être pas maintenant, évidemment, pas à ce moment-là, de l'État d'Israël par une partie des factions du mouvement national palestinien. Et ce que je vous disais, c'est effectivement, il y a un fil conducteur, en tout cas, qu'on peut établir à partir de 1974 et qui se retrouve en 1993 et qui a été l'un des éléments sur lesquels s'est appuyé les négociateurs d'Oslo pour justifier la conclusion de cet accord qui a été par ailleurs très critiqué, mais je suppose qu'on va y revenir. Je m'accroche à la chronologie, là, je vous le cache pas. Donc 1967, la guerre des 6 jours, 1973, la guerre du Kippour, 1974, vous venez de nous le dire, il y a une évolution dans le mouvement palestinien pour réfléchir à une paix possible, et dans le même temps, il y a une réflexion de la part de l'Égypte qui conduit en 1977 Anwar al-Sadat à se rendre à Jérusalem. J'ai bon ? Oui, en fait, réfléchir à une paix possible, je sais pas, mais en tout cas, chercher à ne pas être marginalisé d'une paix israélo-égyptienne. Je crois que chez les Palestiniens, il y a quelque chose un peu de récurrent, d'une crainte de se voir marginalisé d'accords de paix bilatéraux passés entre les Israéliens et les autres pays arabes. Il y a une crainte de la marginalisation et de voir le dossier relayé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut observer un peu tout au cours de l'histoire du mouvement national palestinien et qui, là, je crois, s'exprime. Et en 1977, la visite de Sadat à Jérusalem a des échos à la radio partout dans le monde, des échos en chansons. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
des sables, des plaines sans arbres, s'en va de son pays. Au-delà des dunes, courir la fortune, car le paradis, pour lui, ce n'est qu'un jardin sous la pluie. Salama, ya salama, je te salue, ya salama. Salama, ya salama, je reviendrai de salama. Salma ya Salama, chanté par Dalida dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau. Et aujourd'hui à la technique, Étienne Rouche. Salma ya Salama. Nadine Picodou, la venue de Sadat à Jérusalem en 1977 et l'écho de cette chanson-là qui évoque la paix, un homme des sables, etc. C'est vraiment un espoir de paix, mais alors là encore, il faut le souligner, une paix entre Israël et, je n'ose pas dire les pays arabes, mais au moins l'Égypte. Oui, absolument. Alors, Salama ya Salama, je veux bien, mais je pense que l'écho du voyage de Sadat à Jérusalem, l'écho positif, a été beaucoup plus fort, hélas, en Occident qu'au Proche-Orient. Et en tout cas, pour les Palestiniens, ça n'est pas du tout dans cet état d'esprit qu'ils se trouvent, et on peut les comprendre. Hein. Le thème de la réconciliation des frères ennemis, avec toutes les mythologies afférentes des deux côtés, est quelque chose que les Palestiniens, là j'anticipe un peu, mais ont appris à déchanter par rapport à ça. On y reviendra peut-être. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit François Secaldi, évidemment, sur tout ce qui précède. Et notamment sur cette inflexion stratégique dans l'OLP en 74, qu'on a tendance à oublier, c'est-à-dire le passage d'une libération totale de toute la Palestine au programme de libération par étapes. Et je vais un peu plus loin que lui, y compris dans la chronologie, c'est-à-dire que ce programme est adopté en 74, mais comme il l'a bien dit, il est question de mettre en place au fur et à mesure des étapes de libération sur le terrain une autorité nationale combattante, c'est-à-dire que ça n'est qu'une étape et que le combat continue pour libérer le reste de la Palestine. Sauf que très rapidement, et sans doute sous des pressions multiples et des pressions arabes, égyptiennes et autres, la revendication d'une autorité nationale combattante va de fait, dans les années qui suivent, au sein de l'OLP, se transformer en revendication d'un État palestinien dans les frontières d'avant 67, qui va devenir le mot d'ordre plus tard de l'OLP. Mais ça commence à ce moment-là, dès 76 dans le Fatah, et même les organisations dites radicales de la gauche palestinienne, Front populaire de libération de la Palestine, Front démocratique et autres, vont finalement, au départ, refuser l'inflexion 74 et créer ce qu'on appelle un front du refus, c'est-à-dire que l'OLP éclate sur cette question, tout le monde n'est pas d'accord, mais en même temps, disons dès 79, même les organisations radicales de l'OLP, enfin de la gauche palestinienne, d'attente à État. Alors pourquoi ? Mais parce qu'entre-temps, il y a les accords cadres de Camp David 78. Et là, je vais me permettre, si vous le voulez bien, de m'arrêter un instant là-dessus, parce que c'est très important, et qu'en effet, comme l'a bien dit François, il y a des échos avec Oslo 93 qui sont assez clairs. Alors, cette affaire d'accord cadre de Camp David, au fond, c'est que l'Égypte se trouve un petit peu gênée, l'Égypte de Sadat, par le fait, contrairement à ce qu'a dit Sadat devant la Knesset, gênée de fait de conduire vers une paix séparée et pas vers une paix globale. Or, une paix séparée, c'est la hantise des Palestiniens de l'OLP depuis le début. Ils militent pour une solution globale, pas une solution partielle. Bon. Et notamment, ils craignent un État fantoche dans les territoires, dans toute la période qui va de 67 à 74. En tout cas, Sadat se sent donc contraint, outre la préparation de sa propre négociation de paix avec Israël, qui aboutira en 79, à prévoir quelque chose, à négocier quelque chose pour l'avenir des territoires palestiniens occupés en 67. Ce seront les accords de Camp David. Simplement, c'est la droite israélienne qui est au pouvoir. Et au fond, ces accords, qu'est-ce qu'ils prévoient très précisément ? Ils prévoient une absence initiale de retrait militaire, l'organisation d'élections dans les territoires, donc en contexte d'occupation militaire, mais d'élection à une autorité, pour simplifier, on va dire, administrative plus que politique. C'est-à-dire, il parle d'autonomie, tous les mots comptent, pas d'autogouvernement et encore moins d'autodétermination et encore moins de souveraineté territoriale palestinienne en Cisjordanie et à Gaza. Une simple gestion des hommes,
dans un cadre d'occupation israélienne qui, au moins pendant un certain temps, puisqu'il y a plusieurs étapes qui sont prévues, perdurera. Rien n'est dit sur les colonies, rien n'est dit sur Jérusalem-Est dans les accords de Camp David. Voilà. Alors, ces accords de Camp David vont susciter un rejet violent et unanime du monde palestinien. Quand je dis violent et unanime, je veux dire qu'il y a à la fois un rejet par l'OLP, et c'est alors que l'OLP, au fond, se reconstitue comme une unité et que les organisations radicales, au fond, regagnent le bercail de l'OLP contre ces accords de Camp David, qui ne constituent en rien une avancée à leurs yeux, ni un cheminement vers une paix globale incluant une dignité nationale pour les Palestiniens. Donc les rangs se resserrent, mais aussi dans les territoires occupés. Alors là, on n'en a pas assez parlé à mon avis. C'est évidemment très long, je vais essayer de ne pas être trop longue. Mais les territoires, notamment de Cisjordanie, ont été enlevés en 67, comme ça a été rappelé dans la semaine, enlevés à la Jordanie, qui les gouvernait depuis 1950. Et dans ces territoires, il y avait toutes sortes de tendances politiques. Il y avait en effet une vieille establishment liée à la Jordanie qui, au fond, revendiquait le retour à la souveraineté jordanienne. Il n'était pas question de Palestine. Jean-Paul Sagnolo l'a bien rappelé hier. Voilà. Donc, il y avait ça, mais il y avait aussi des groupes, il y avait le Parti communiste, il y avait les factions de l'OLP, les branches politiques de ces factions présentes dans les territoires, qui, au fond, dans cette période-là, étaient relativement minorées. Leur voix politique était peu audible. La preuve, c'est qu'il y a eu des élections en 72, des élections municipales dans les territoires, qui ont conduit à la victoire, pour aller vite, de l'establishment pro-jordanien. Mais, en 76 déjà, il y a eu une nouvelle élection municipale qui a marqué une percée très nette des nationalistes se reconnaissant dans l'OLP, dans les branches politiques de l'OLP à l'intérieur des territoires. Et puis surviennent donc les fameux accords de Camp David. Et là, dans les territoires aussi, il y a une espèce d'unanimité dans le rejet extrêmement violent des accords de Camp David et du programme d'autonomie. La hantise, au fond, d'être transformée en une espèce d'entité fantoche prise entre Israël et la Jordanie, pour simplifier un peu abusivement les choses. Donc il y a une unanimité palestinienne à l'intérieur, les territoires occupés, et à l'extérieur, la diaspora entre guillemets palestinienne et l'OLP, pour rejeter ces accords et refaire l'unité d'une certaine manière du monde palestinien contre une paix séparée, contre une capitulation et contre un avenir des territoires qui n'est pas du tout ce pourquoi ils se battent. Voilà. Un an après la venue d'Anwar el-Sadat, le président égyptien à Jérusalem, sont votés les accords de Camp David entre le premier ministre israélien et le président égyptien. Réaction du côté palestinien. L'OLP constate qu'une fois de plus, on vient d'ignorer les droits nationaux du peuple palestinien. L'OLP est opposée à tout accord séparé entre l'Égypte et Israël. Elle était opposée dans le passé, elle le demeure. Et ça constitue pour nous une nouvelle tentative d'écarter l'OLP de toute recherche d'une paix juste dans la région, que ce soit au niveau militaire ou au niveau politique. En 1978 s'exprimait Ibrahim Sousse, le représentant de l'OLP à Paris. François Sekeldi, 1978, les accords de Camp David s'est présenté comme des accords de paix avancés vers la paix. Du côté palestinien, c'est pas le cas. Non, je crois que ça a été très bien rappelé par Nadine Picodou, toute cette période où effectivement il y a un rejet des Palestiniens de cet accord qui apparaît comme un accord séparé et qui vient contrarier l'idée ou en tout cas l'ambition d'un accord global. Et c'est pas seulement les Palestiniens, c'est les Arabes dans leur ensemble qui vont faire payer à l'Égypte durement cet accord où en fait les Égyptiens vont être expulsés de la Ligue arabe et vont traverser, ça va être un peu la traversée du désert pendant une dizaine d'années durant lesquelles l'Égypte va tenter de regagner sa place au sein de la Ligue arabe précisément à la suite de cet accord. Et pour les Palestiniens, le moment important, parce qu'on parle de traversée du désert, et c'est vrai que cette histoire-là pour les Palestiniens, c'est une histoire de quête de reconnaissance sans cesse. Dans les années 1980, il y a ce moment très particulier de ce qu'on a appelé la première intifada. On disait l'intifada, on ne savait pas qu'il y en aurait une seconde à venir. 1987-1993. François Sekeldi, c'est quoi ici cette intifada ?
Bon, c'est d'abord un mouvement spontané et populaire dont on situe le point de départ le 7 décembre 1987 et qui traduit, je crois, l'exaspération ou la fatigue des Palestiniens de cette situation coloniale, de cette impasse politique et qui rappelle, je crois, ça c'est un point à mon avis important, qui rappelle au monde que les Palestiniens existent. En 1987, la communauté internationale, Israël, ne peuvent plus ignorer que les Palestiniens existent et ne peuvent plus ignorer les revendications nationalistes palestiniennes. Je parle du fait d'ignorer ou de nier la réalité du peuple palestinien. C'est en fait, faut se souvenir de cette phrase de Golda Meir qui disait, première ministre d'Israël, qui disait en 1969, je ne connais personne qui réponde au nom de Palestiniens, cela n'existe pas, etc. Là, l'intifada impose au monde en fait cette réalité qui est bien vivante et qui existe. Et donc de ce point de vue-là, c'est un moment, je crois, vraiment très important dans la lutte nationaliste parce qu'elle fait exister, elle fait apparaître. Bien sûr, ça existait bien avant, mais en tout cas là, ça apparaît. Ça apparaît vraiment au grand jour. Nadine Picodou, dans cette période très particulière de l'intifada, donc qui commence en 1987, est-ce que les négociations pour la paix continuent? Est-ce que le dialogue se poursuit? Je vais vous répondre, Xavier Mauduit, pardonnez-moi, mais vous êtes passé un peu vite à mon goût, de 78, les accords de Camp David, à 87, l'intifada qui commence à Gaza. Entre-temps, il y a quand même eu un événement majeur, puisque vous suivez la chronologie, n'est-ce pas, comme vous l'avez rappelé, c'est 82 Liban. C'est cette fameuse invasion israélienne du Liban, baptisée par les Israéliens paix en Galilée, pour mettre fin, soi-disant, aux attaques que les bases de l'OLP au sud Liban menaient depuis des années, en effet, sur le nord de la Galilée. Mais paix en Galilée, ça a toute autre dimension. Alors on se souvient, j'imagine, du fait que cette opération n'a pas seulement ratissé le sud-Liban, mais que l'armée israélienne est arrivée jusqu'à Beyrouth, qu'elle s'est alliée, elle l'était déjà avant, avec les phalangistes, la droite chrétienne, parce que nous sommes en pleine guerre civile libanaise. Nous n'en avons pas parlé, mais c'est quand même aussi très important. L'OLP est un peu engluée dans le piège libanais. Ça, c'est un peu un autre débat. Donc je poursuis sur l'invasion de 82. Donc le sud-Liban est investi, les Palestiniens et leurs alliés du mouvement national libanais se battent comme de beaux diables, j'allais dire, et un peu tout seuls, puisque les lignes rouges entre Israël et la Syrie font que la Syrie, au fond, recule devant l'invasion israélienne. Donc le siège est mis sur Beyrouth, il va durer tout l'été 82, ça va être un enfer humanitaire, un moment terrible, mais quels sont les objectifs politiques d'Israël? Ils sont très clairs. Tout ça a été précédé, depuis 1980, par une répression féroce israélienne dans les territoires occupés, contre toutes les formations nationalistes de différentes obédiences. Il y a eu un bombardement par Israël du QG de la résistance palestinienne à Beyrouth-Ouest en 1981, et puis cette opération qui va jusqu'à Beyrouth met le siège, et dont l'objectif est en gros neutraliser l'OLP définitivement, au moins dans sa branche armée, repousser les réfugiés palestiniens toujours plus loin, toujours plus au nord, et installer au Liban un État chrétien allié d'Israël et de l'Occident. Donc c'est quand même quelque chose qui a une envergure extrême, et qui, moi, me fait penser terriblement dans les mots qui sont employés à l'époque et les mots qui sont employés aujourd'hui. On parle de Beyrouth, capitale du terrorisme. À l'époque, on parle de nettoyer Beyrouth et de ses terroristes, entendez les combattants de l'OLP, qui effectivement sont expulsés avec des médiations internationales, dont la médiation française et autres. Ils vont partir pour Tunis, pour le QG de l'OLP, mais aussi pour le Yémen ou l'Algérie, pour un certain nombre de combattants, mettant fin, soulignons-le, pour les Palestiniens, à toute possibilité de constituer le Liban en base d'attaque contre Israël. Donc au fond, c'est condamner la stratégie de lutte armée et imposer forcément la recherche d'une solution politique et de négociation. Enfin, on peut pas faire l'impasse sur 82, hein.
Et donc l'impasse n'a pas été faite grâce à vous, Nadine Picaudou. Ce qui nous conduit à d'autres formes de combat. Donc ce n'est plus possible au Liban parce qu'il y a eu cette invasion par Israël. L'intifada, mouvement populaire, c'est d'ailleurs quelque chose de très intéressant à voir, à analyser pour comprendre les modalités de combat pour leur reconnaissance de la part des Palestiniens. C'est à moi que vous vous adressez. Oui, Nadine Picaudou. Oh, pardon, c'est les inconvénients du duplex. Oui, en effet, donc les stratégies doivent changer. Il y a une première traversée du désert de l'OLP. Il faut dire que Fatah éclate en 83, que l'OLP elle-même éclate en 84-85. Tout ça est évidemment plus complexe. En tout cas, traversée du désert de l'OLP après le choc de 82 au Liban, c'est sûr. Et au fond, l'éclatement de l'intifada à Gaza, c'est-à-dire à l'intérieur des territoires occupés, et qui va se répandre en Cisjordanie, est évidemment la grande chance des Palestiniens, y compris de l'OLP, qui prend le train en marche dans une certaine mesure au moins, c'est plus compliqué en fait, mais peu importe, de l'intifada. Mais je vous fais observer que ça représente un recentrage de la lutte palestinienne sur l'intérieur des territoires occupés, et une espèce de marginalisation quand même de l'OLP, même si les gens qui mènent l'intifada à l'intérieur ont besoin d'un relais à l'international qui peut être assuré diplomatiquement par l'OLP de l'extérieur. Donc c'est très très important pour de multiples raisons, c'est vraiment le réveil d'une conscience nationale, alors que les Israéliens au fond dormaient sur leurs deux oreilles, j'exagère, hein. Depuis 67, c'est-à-dire pendant 20 ans, l'occupation de Cisjordanie et de Gaza, c'était en quelque sorte banalisé, normalisé. Je veux dire qu'un Israélien moyen, s'il n'avait pas de fils, beaucoup avaient des fils quand même, hein, qui patrouillaient dans les territoires occupés, pouvait presque oublier l'existence des Palestiniens. Et l'intifada fait ressurgir la question palestinienne et change le statut des territoires du point de vue israélien, c'est-à-dire de garantie de sécurité, puisque c'était un des arguments, garantie de sécurité pour Israël parce qu'il constituait une profondeur stratégique pour l'État israélien, ça va devenir source d'insécurité majeure. Donc effectivement, le tournant de 87, est extrêmement important, et pour Israël, qui au fond vit une expérience qu'un journaliste israélien de l'époque a appelée dégrisante. Les territoires occupés, le problème colonial ressurgit à la figure des Israéliens dont certains avaient voulu l'oublier peut-être pendant ces 20 années. Et du point de vue de l'OLP, c'est un recentrage sur l'intérieur, voilà, des territoires occupés. François Secaldi, dans cette recherche d'une histoire de la paix israélo-palestinienne, il y a ces moments très importants. On a cité Camp David et on a déjà évoqué 1993, les accords d'Oslo. 1993, on vient d'évoquer l'intifada, donc à la fin des années 1980. Comment passe-t-on de cette intifada et cette violence très forte à la volonté de renouer le dialogue ? Bon, l'intifada, la première intifada n'a pas été, c'est un mouvement populaire qui n'a rien à voir avec la violence qui s'exprime dans la deuxième intifada. Donc de ce point de vue-là, c'est pas je pense pas qu'on puisse la qualifier comme ça, mais en tout cas, c'est un moment effectivement important parce que donc c'est ce que effectivement Nadine Picaudou disait, ça recentre la question sur les territoires. On oublie un peu, ça m'a fait penser à ça là immédiatement, c'est qu'on oublie que effectivement le mouvement national est en exil, en Jordanie d'où il est expulsé, puis à Beyrouth d'où il est expulsé, ensuite il s'installe à Tunis, et donc effectivement on a incarné par le mouvement national, l'OLP incarné par le mouvement national, on a tendance à la voir depuis l'extérieur, alors même que c'est vrai que ça a fait un peu oublier la réalité des territoires, et là l'intifada vient recentrer cette question. En fait, l'intifada a c'est une séquence historique dans laquelle il va y avoir beaucoup d'évolutions, en tout cas qui permettent à Arafat de modifier un peu sa politique, et poussé par les gains de l'intifada et le prestige grandissant de l'OLP, il décide de mettre en œuvre un peu une stratégie de consensus, disons,
et donc il prend la décision lors du Conseil national de novembre 88 de proclamer l'indépendance de l'État de Palestine, avec Jérusalem pour capitale. Il reconnaît donc la résolution 181 de 1947, donc le plan de partage de la Palestine. Il condamne l'usage de la force, et puis surtout, il y a à cette période 2 discours assez célèbres, à Alger et à Genève en 1988, et à Genève en particulier, poussé probablement par les États-Unis à assumer complètement ses propos et à aller plus loin. Arafat reconnaît, donc c'est l'Assemblée générale des Nations unies qui est exceptionnellement organisée à Genève. Arafat reconnaît la résolution 242 et 338 et dénonce donc l'action terroriste. Et là, ce qui est important, c'est pas vraiment le contenu des résolutions de l'ONU. Ce qui importe, c'est qu'Arafat et avec lui le mouvement national s'engage ou accepte de se conformer, disons, à la légalité internationale et implicitement reconnaît cette légalité et donc reconnaît aussi implicitement l'État d'Israël. Et évidemment, ça a des conséquences assez importantes parce que ces 2 discours, Alger, Genève, plus l'intifada, imposent à Israël et aux États-Unis de repenser leurs relations avec l'OLP et ouvrent la voie à cette négociation Madrid puis Oslo. Des négociations officielles et d'autres officieuses. Des négociateurs habillés en négociateurs qui se rencontrent sagement dans la capitale américaine, ça c'était pour la galerie, mais en coulisses, à 7000 km de là, à Oslo, se déroulait la véritable négociation, la secrète, celle qui allait aboutir. Le médiateur, c'était lui, Johan Jørgen Holst, ministre norvégien des Affaires étrangères. Grâce à lui, des militants palestiniens des territoires, de la nouvelle génération, soutenus par l'OLP, ont pu rencontrer des membres de la jeune équipe de Shimon Peres, comme Uri Savir et Yossi Belin. C'est Yossi Belin lui-même, aujourd'hui vice-ministre des Affaires étrangères, qui s'était évertué à faire lever l'interdiction pour un Israélien d'avoir des contacts avec un membre de l'OLP. Sage précaution, car Palestiniens et Israéliens se sont rencontrés 14 fois, sans compter les conversations téléphoniques. Shimon Peres lui-même a fait le voyage d'Oslo, et c'est lui qui a mis sur la table d'Yitzhak Rabin le plan d'autonomie des territoires occupés. Quand nous avons proposé cet accord-là devant notre cabinet, Rabin et moi-même, nous avons dit, monsieur, ou vous pouvez accepter, vous pouvez rejeter, mais on ne peut pas changer. En septembre 1993, Shimon Peres qui s'exprimait à propos de toutes ces négociations, celles qui conduisent aux accords d'Oslo. Nadine Picodou, que sont ces accords? Que disent-ils? Alors, les accords d'Oslo sont doubles, c'est-à-dire qu'il y a en septembre 93 à la fois une déclaration de principe et des lettres de reconnaissance mutuelle. Ça, c'est la grande nouveauté, évidemment, entre Israël et l'OLP, qui sont échangées via la médiation américaine. Alors, l'idée, c'est de mettre en place quelque chose qui n'est pas sans écho avec ce que j'ai dit des accords de Camp David 78, même s'il y a des différences. C'est-à-dire de proposer... alors, il faut peut-être, avant de donner le contenu des accords, pardonnez-moi, je reviens un tout petit peu en arrière, de savoir pourquoi ça peut se produire en 93. Je crois que ça peut se produire parce que d'abord la gauche israélienne est revenue au pouvoir en 92 et qu'elle a promis la paix à ses concitoyens. Ça peut se produire aussi parce que l'intifada, donc qui a commencé comme un mouvement pacifique avec une grande participation de la société civile palestinienne, a dégénéré de plus en plus au début des années 90 en attentat avec ce qu'on a appelé la guerre des couteaux. En tout cas, les Israéliens sont convaincus et la gauche israélienne est convaincue qu'il n'y a pas de solution militaire à l'intifada, après avoir mené une répression dans les territoires. Mais malgré ça, la conclusion que tirent Rabin, Peres et les autres, c'est qu'il n'y a pas de solution militaire à l'intifada et qu'il faut retourner à la négociation. Ça, c'est extrêmement important. Alors, pour Israël, au fond, il y a toujours le même dilemme. Évacuer les territoires ou les annexer. Bon, alors, et on ne peut pas les évacuer pour des raisons de sécurité. Et l'argument sécuritaire est partagé par la gauche israélienne. On ne peut pas les annexer parce que si on les annexe, ou on donne les mêmes droits aux Palestiniens qu'aux Israéliens et on n'est plus dans un État juif, ou alors on ne leur donne pas les mêmes droits et on n'est plus dans un État démocratique, donc on contrevient dans les deux cas à la déclaration qui avait mené à l'indépendance Israël en 1948. Donc la solution, c'est ni évacuer ni annexer, mais séparer. Séparer les Israéliens des Palestiniens, chose qui a été mise en œuvre progressivement, y compris postérieurement par la fameuse barrière de sécurité, ce qu'on appelle le mur, entre les deux territoires potentiels, côté palestinien en tout cas. Alors, non seulement séparer Israël de la Palestine, enfin de la Cisjordanie en l'occurrence et de Gaza, mais aussi séparer la question des hommes de celle du territoire. Et là, on retrouve des échos de 78 quand même. C'est-à-dire,
ce que cherche au fond la gauche israélienne dans cette négociation, c'est de abandonner à une autorité palestinienne à définir, abandonner la gestion des hommes, notamment dans les zones A, puisque les accords d'Oslo partageaient la Palestine entre zone A, B et C, ce qui est une complexité effrayante sur le terrain. Mais la zone A, c'était essentiellement les villes, les grandes concentrations humaines. Donc abandonner à l'OLP ces zones-là pour gérer les hommes dans une espèce de gestion municipale élargie et conserver la souveraineté territoriale, c'est-à-dire le contrôle des frontières, de l'espace aérien, des ressources du sous-sol, et au fond, et de plus en plus, cerner les enclaves autonomes palestiniennes par des checkpoints qui existent toujours et qui sont souvent empêchent la vie quotidienne des Palestiniens dans les territoires. Alors, les accords d'Oslo, je reviens à leur contenu, prévoyaient donc une période intérimaire de 5 ans, permettant de laisser de côté, pour ne pas bloquer les négociations d'emblée, les dossiers les plus brûlants, c'est-à-dire le retour des réfugiés, le statut de Jérusalem, la question des frontières, etc. Enfin, les vrais dossiers de fond, au fond. Voilà, étaient mis à l'écart pour prévoir une période probatoire, une période où on apprendrait à se connaître, à négocier, avec une autonomie qui commencerait dans 2 petites enclaves, Jéricho et Gaza, et qui se développerait petit à petit par des retraits militaires israéliens successifs. Mais, à mon avis, ça c'est quelque chose qui au fond s'est dévoilé après coup de manière claire, qui n'était pas aussi clair au départ. Cette période intérimaire a de fait, en tout cas, servi à Israël à mettre à l'épreuve les Palestiniens. Non seulement mettre à l'épreuve leur capacité à gérer les territoires, mais plus important, mettre à l'épreuve l'autorité palestinienne élue dans les territoires au terme des accords d'Oslo et régnant entre guillemets dans les enclaves A, permettait pour les Israéliens, à l'autorité nationale de, au fond, contrôler les factions dissidentes hostiles à la paix côté palestinien. C'est-à-dire, au fond, jouer les agents de sécurité de l'État d'Israël, pour le dire comme le disent les opposants à Oslo d'emblée. Les factions dissidentes étant d'une part la gauche palestinienne qui avait refusé Oslo, et surtout les mouvements islamiques, notamment Hamas. Les factions de la gauche palestinienne, la gauche de l'OLP face à Oslo, François Sekaldi, c'est le sujet de votre thèse. Vous êtes chercheur associé à la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France et docteur à l'École des hautes études en sciences sociales. Pourquoi l'échec d'Oslo ? Bon, il y a plusieurs raisons. Ça a été évoqué. Peut-être parce que, en fait, tout simplement, c'est une déclaration de principe, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que ça a été rappelé, rien véritablement n'a été négocié durant cette période. En tout cas, c'est la déclaration de principe reposée sur une reconnaissance mutuelle, les lettres de reconnaissance, c'est-à-dire que l'OLP reconnaissait Israël comme un État, reconnaissait l'État d'Israël. Et Israël reconnaissait l'OLP comme seul et unique représentant du peuple palestinien. Et à l'issue de cette période intérimaire, comme ça a été rappelé, devaient être négociées les questions du statut permanent, les questions les plus sensibles en fait. Et pourquoi ça a échoué ? Bon, peut-être, j'ai le sentiment en tout cas que tout dans les accords d'Oslo, il y avait un certain nombre d'éléments qui pouvaient laisser présager leur échec dès le début. Évidemment, c'est une lecture rétrospective et la majorité y a vu, ou en tout cas a espéré y voir une paix possible. Et il y a quelques opposants, ils sont pas nombreux. Je pense notamment à Edouard Saïd. Je pense, qui ont vu assez rapidement les failles de cet accord. Et donc, en fait, cette relation supposée de confiance qui devait se construire durant la période intérimaire n'a pas eu lieu pour différentes raisons. Peut-être parce que finalement la colonisation n'a jamais cessé, parce que Yitzhak Rabin a été assassiné et que c'est lui qui portait les accords, qu'au moment de négocier les questions du statut permanent en mai 1999, les Israéliens ont repoussé alors que les Palestiniens souhaitaient se mettre à négocier rapidement, et donc il y a un retard dans le calendrier qui fait que évidemment il y a une perte de confiance progressive pour un ensemble de raisons et qui se concrétise en fait au moment des accords de Camp David où Clinton à la fin de son mandat tente une négociation de la dernière chance entre Barak et Arafat et qui échoue.
Voilà, peut-être les raisons vraiment très rapidement, mais elles sont multiples. Peut-être aussi parce qu'il y avait dans ces accords, voilà, par exemple, sur la question de l'État palestinien, les Palestiniens ont vu, il y avait un certain nombre de formules un peu vagues. Les accords, la déclaration de principe prévoyait l'établissement permanent à l'issue d'une période intérimaire de 5 ans, l'établissement permanent fondé sur les résolutions 242 et 338. Et cette formule qui est un peu vague, l'établissement permanent fondé sur la résolution 242, évidemment, les Palestiniens y ont vu l'établissement d'un État dans les frontières de 67. Et en fait, la question de l'État est pas formulée directement dans les accords. Bon, un certain nombre d'ambiguïtés, je pense propres, nombreuses, à la déclaration de principe, plus ajouter à toute la période, de 93 à 99 et jusqu'à 2000, qui montre que en fait, il y a une rupture de confiance progressive entre les acteurs. Et puis voilà, multiplicité des acteurs, parce que à l'intérieur des Palestiniens, c'est pas un bloc, il y a plein de mouvements différents, et c'est la même chose du côté d'Israël. Tout ça, c'est chaotique selon du côté d'Israël les élections, et c'est la même chose du côté de la Palestine. Merci beaucoup à vous deux, François Sekaldi et Nadine Picodou. Je l'ai pas dit, vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On va retrouver vos ouvrages sur le site du cours de l'histoire franceculture.fr. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir conduits de Camp David aux accords d'Oslo à la recherche d'une paix israélo-palestinienne. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Pourquoi Karl Marx présentait-il les capitalistes comme des vampires ? Dans Le Capital, publié en 1867, Karl Marx utilise à plusieurs reprises la métaphore du vampire pour décrire le capitalisme. C'est surtout dans le chapitre 8 du livre 1, intitulé « La journée de travail », que se concentrent les passages dans lesquels il a recours à cette image. Voici ce qu'il écrit. « Le capital a une unique pulsion vitale. Se valoriser, créer de la survaleur, pomper avec sa partie constante les moyens de production, la plus grande masse possible de surtravail. Le capital est du travail mort, qui ne s'anime qu'en suçant, tel un vampire, du travail vivant, et qui est d'autant plus vivant qu'il en suce davantage. » Plus loin, il ajoute que le vampire qui suce le travail prolétaire ne lâche pas prise tant qu'il y a encore un muscle, un nerf, une goutte de sang à exploiter. Pour comprendre pourquoi Marx privilégie une métaphore qui pourrait choquer les lecteurs d'aujourd'hui, il faut rappeler que Le Capital est une œuvre théorique très abstraite, mais bourrée de références littéraires reflétant l'immense culture de Karl Marx. On y trouve de multiples exemples ou allusions empruntés aux vieux fonds mythologiques gréco-romains, mais aussi aux traditions religieuses juives et chrétiennes. Le vampire était un thème littéraire, déjà très prisé par les auteurs antiques, comme Homère ou Virgile, mais on le trouve aussi dans les grands classiques de la littérature européenne, chez Dante et Shakespeare notamment. À l'époque de Karl Marx, il fut remis au goût du jour par des écrivains comme Eugène Sue ou Heinrich Heine. Le problème auquel se sont heurtés Marx et les marxistes tient au fait qu'ils considéraient Le Capital comme une œuvre scientifique ayant une finalité politique, puisque son but était de soutenir les combats révolutionnaires de la classe ouvrière. Mais comme la quasi-totalité des prolétaires dont il défendait la cause n'ont jamais lu Le Capital, les dirigeants du mouvement ouvrier furent contraints de traduire les leçons de ce traité théorique dans des formules qui puissent être comprises par le commun des mortels. La presse militante s'engagea dans cette voie en diffusant la métaphore du capitaliste vampire, notamment grâce aux caricatures et aux œuvres des artistes engagés aux côtés du mouvement révolutionnaire. La gravure sur bois intitulée The Capitalist Vampire, réalisée en 1885 pour le Justice Journal, journal du Parti socialiste, par Walter Crane, est un bel exemple de pédagogie militante. Le but était de montrer que le socialisme réveillerait de son sommeil politique le prolétariat livré aux capitalistes buveurs de sang, symbolisé par un vampire.
En France, cette représentation du patron buveur de sang a été largement reprise dans la presse ouvrière. Mais plutôt que d'y voir l'influence des analyses de Marx, c'est l'actualité d'une époque marquée par la répression sanglante des grèves et les accidents mortels du travail, notamment dans les mines, qui explique le succès de cette métaphore dans le monde ouvrier. Quand on se souvient qu'en 1906, la catastrophe de la mine de Courrières dans le nord de la France a fait plus de 1000 morts, on comprend que l'image du capitaliste buveur de sang ait pu rencontrer un large écho. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Viudès, Raphaël Laloum et Maïwen Guizou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Les cours de l'histoire à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Pour comprendre le conflit israélo-palestinien, il est essentiel d'en maîtriser les mots. Guillaume Erner. C'est pourquoi Les Matins vous propose un hors-série, un podcast où les meilleurs spécialistes de la région donnent un sens plus précis aux mots de ce conflit. Hors-série, Les Matins de France Culture. Israël-Palestine, les mots de la guerre. À écouter sur franceculture.fr et l'application Radio France.